Alors, comme vous l'avez probablement remarqué, je suis aveugle, non-voyant ou même peut-être, pourquoi pas, super-voyant. Pourquoi je me permets de dire ça? Euh, la réponse est dans mon parcours. Si vous me permettez, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de ma vie. Je suis né à Chamonix et à l'âge de 17 ans, je suis parti aux États-Unis afin de rentrer dans une université américaine. Et pour cela, il fallait que je passe mon bac. J'ai étudié là-bas par correspondance. Je prenais un gros risque, mais je suivais mes intuitions. J'ai réussi les deux. Je suis sorti de cette école avec une master en communication et une spécialisation en tant que metteur en scène. Je quittais Boston pour Los Angeles. Et arrivé à Los Angeles, le milieu du film me décevait énormément. C'était pas ce que j'attendais, c'était pas dont je rêvais. Du coup, on m'a proposé une autre direction dans le monde des catalogues de mode. Et j'ai commencé au bas de l'échelle, apprenant petit à petit, commençant à fréquenter les directeurs artistiques. Je trouvais le milieu fascinant. C'était comme être un metteur en scène de chaque image. Un an et demi plus tard, je quittais cette boîte pour me présenter comme directeur artistique pour une grande chaîne de magasins américains, pour la presse mode de, de cette chaîne. J'avais côtoyé les directeurs artistiques, mais j'en étais pas un. Alors j'ai décidé de faire jouer un rôle, le rôle de l'acteur qui apprend à jouer en côtoyant donc des professionnels du rôle qu'il va jouer. C'était exactement ce que je faisais. Je prenais, là encore une fois, un risque, mais une fois de plus, je suivais mes intuitions. Je commençais, je commençais à me dire que de toute manière, quoi qu'il se passe, que je fasse une erreur, j'apprendrai quelque chose. Je sortirai gagnant de cette expérience. C'était dur, mais je me rappelais à ce moment-là d'une interview que j'avais vue, une interview télévisée. C'était un acteur qui parlait justement de sa carrière. On lui demandait comment il avait réussi aussi bien. Et il a dit quelque chose qui m'est resté, qui m'a frappé. Il a dit, en fin de compte, dans la vie, il faut toujours s'entourer de gens qui sont bien meilleurs que nous, de gens qui en savent beaucoup plus, et ne pas hésiter à les côtoyer, à leur poser beaucoup de questions. Je suivis ce conseil qui était vraiment un très bon conseil. Donc, je m'entourais de gens, je posais énormément de questions, et petit à petit, sur le terrain, j'appris le job de directeur artistique. Je restais dans cette job pour environ 2 ans, puis après, ayant pris de la confiance, me sentant capable, j'ai commencé mon propre studio de publicité presse. Et à travers les contacts que j'avais eus à travers mon job, j'ai pu créer une section que j'ai vendue au grand magazine de mode américain qui s'appelait Looking Great. En français, c'est super look, quoi. Et du coup, j'avais fait quelque chose qui était assez nouveau, c'était mélanger donc la publicité et l'éditorial. C'était comme un look de publicité, d'éditorial, mais c'était vraiment de la publicité. Donc je faisais des sections pour tous ces magazines chaque mois. Après, une cliente à moi m'approche et me dit, écoute, j'aimerais monter une agence de publicité dans le monde du parfum. Un monde très luxurieux, et le projet m'emballa. Elle avait construit en fin de compte un système qui était pris par les patchs médicaux, où à l'intérieur il y avait quelques gouttes de parfum et qui étaient placées dans des publicités, dans des encarts publicitaires sur les magazines. Et du coup, les gens étaient capables d'ouvrir ces petits patchs et de se mettre du parfum sur la main. L'idée au début était dure à vendre et il y avait pas mal de fautes dans la production. Donc je lui ai demandé d'aller voir les clients qui étaient un petit peu déçus par ce procédé et d'essayer
de rattraper les comptes. Je leur donnais différentes options de placement de ces patchs sur leur campagne publicitaire. Et pour les rassurer, j'aurais promis de les suivre, de suivre l'exécution de ces campagnes jusqu'à la fin. Une fois de plus, je m'avançais dans quelque chose que je ne connaissais pas, parce que j'avais aucune idée de comment ces patchs étaient construits, de la technique derrière ces patchs. Donc là encore, je me suis mis sur le terrain et appris par les spécialistes, les techniciens, tous les gens qui savaient tout de ce procédé. Après 2 ans, j'avais réussi à ouvrir un bureau à New York, puis un bureau à Paris. Et du coup, j'avais tous les grands noms, donc des fragrances du milieu, que ce soit Paris, New York ou Los Angeles. Une grosse boîte américaine qui était un peu notre compétition avait perdu tous leurs comptes, puisqu'on avait vraiment pris tous les comptes du monde du parfum. Approcha donc la directrice et présidente de la boîte en lui disant voilà, on serait intéressé de racheter votre boîte. Mais il y avait une condition là-dedans, c'est que je vienne avec eux à New York. À ce moment-là, ma vie était merveilleuse, je gagnais beaucoup d'argent en tant que bonus sur toutes les ventes que je faisais, plus un salaire à 6 chiffres. Je revenais de Paris. J'étais assez emballé parce que j'avais décidé de commencer de gros travaux sur ma villa à Los Angeles. Et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait comme un petit rideau noir sur le côté droit de mon œil. Je m'étais sur le compte de la fatigue, des décalages horaires, parce que j'étais tous les mois entre Paris, New York et Los Angeles. Je consultais donc un ophtalmologue à Beverly Hills, qui m'annonça vraiment froidement que j'avais un virus qui s'appelait le cytomégalovirus, en cours le CMV, que ce virus allait attaquer mes yeux, détacher la rétine, détruire le nerf optique, et que je deviendrais totalement aveugle. De plus, il allait continuer et attaquer mon cerveau, et j'avais de grandes possibilités de mourir. C'était très dur à entendre. C'était ma vie qui s'écroulait devant moi. C'était angoissant. 6 mois plus tard, j'étais aveugle de mon œil droit et mon œil gauche s'est détérioré énormément. Je devais continuer à travailler parce que la vente de l'agence était basée sur ma collaboration avec la nouvelle compagnie. J'allais même à New York pour travailler dans leur bureau et faisais des traitements de chimiothérapie que je cachais parce que j'avais 3 heures à 4 heures de chimiothérapie par jour que je faisais moi-même. La compagnie se venda et moi, je me réveillais le 5 novembre 1995 dans mon lit à Los Angeles avec une maison en travaux et aveugle. Quoi faire? J'avais déjà à me réapproprier cette maison puisque j'étais maintenant dans une situation complètement différente. Les factures, j'avais arrêté de travailler naturellement. Les factures arrivaient, il fallait continuer à les payer. Les États-Unis, quand vous avez des maladies rares, c'est vraiment pas un pays, même si vous avez de très bonnes assurances pour y être, tout coûte très très cher. L'argent que j'avais commençait à diminuer de plus en plus. Je continue à payer des impôts parce que même si vous êtes face à la mort, les factures continuent à venir. Je devais continuer à me battre et pour cela, j'ai dû prendre une décision, c'était de vendre cette maison. Et je devais déjà la finir. J'ai commencé à découvrir à travers le toucher, à travers les sons, à travers les odeurs, à travers les énergies, et même découvert des façons de mesurer mon espace, de ressentir l'énergie des couleurs. Et avec tout ça, j'ai décidé de finir cette maison. La maison finie,
Je l'ai mise sur le marché à un prix où tous les agents immobiliers me disaient que à ce moment-là, la situation économique aux États-Unis était dure, que ma maison, où elle était, la taille où elle était, pouvait être mise qu'à un certain prix. Mais je continuais à écouter mes intuitions et j'ai mis cette maison à beaucoup plus cher. Les premiers gens qui sont venus voir ces maisons, les agents et les clients, étrangement, n'utilisaient pas le mot, tous ces mots que j'avais l'habitude d'entendre, des mots comme joli, beau, mais parlaient de se sentir bien, d'un endroit où ils n'avaient pas envie de partir. Tout d'un coup, j'étais rentré dans un monde qui était plus un monde visuel, qui était plus un monde esthétique, mais je rentrais dans un monde qui était sensoriel, un monde qui était basé sur des énergies, des ressentis. Et là, j'avais compris qu'une transition avait été faite, une transition que je ne pourrais jamais revenir derrière. Tout cela était basé sur mes sens, ces 5 sens, et que le monde du visuel avait disparu. Je vendais la maison, très bien, donc au-dessus de tout ce qu'on m'avait prédit. Et là, je me posais une autre question. J'allais prendre une nouvelle chance, un nouveau tournant dans ma vie. Que faire? J'ai décidé d'acheter 2 autres maisons qui étaient en très mauvais état. Et je refis la même chose en utilisant cette nouvelle technique que j'avais trouvée, que j'appellerais le design sensoriel. Je refus la première maison. Elle se venda au-dessus du prix du marché, ce qui est possible aux États-Unis alors que ce n'est pas en France. Et j'avais 5 offres au-dessus du prix que j'avais demandé. C'était extraordinaire, mais c'était aussi quelque chose qui me faisait peur. Et c'est là où j'ai réalisé que plutôt que d'avoir peur, j'allais utiliser cette énergie pour faire ma deuxième maison. Je faisais la même chose. Cette maison, premier jour sur le marché, j'avais 7 offres, alors que tous les agents m'avaient donné un maximum d'un certain montant. J'avais dépassé de bien ce montant. J'avais même des gens qui m'ont écrivé des lettres et me disaient « Je me sens très bien, tellement bien chez vous que j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, vendez-moi ma maison. » C'était extraordinaire. Du coup, la maison vendue, j'ai décidé d'ouvrir mon propre bureau d'architecture et de design d'intérieur. Je commençais à être assez médiatisé, ce qui me permet assez vite d'avoir des clients. Et ce que j'ai réalisé à ce moment-là était quelque chose qui est très important. J'ai réalisé que les clients qui venaient me voir, c'était des gens qui avaient besoin de changement. C'était des gens qui avaient des problématiques de vie et que non seulement mon rôle était de créer un nouvel endroit pour eux, mais aussi de les accompagner dans leurs problématiques. Et j'aurais dû le comprendre avant, parce que quand moi j'ai fini ma maison, quand j'ai fini ma maison, j'avais ce sentiment que cette maison m'avait pratiquement guéri. Ce qui était d'ailleurs intéressant, parce que quand je suis allé voir mes médecins étaient complètement étonnés que finalement, je commençais à gagner la bataille contre la mort, ma santé avait repris le dessus et le virus s'était arrêté. Du coup, une réalisation, c'est que notre environnement peut nous soigner. Continuant donc avec ces révélations, je me rappelais d'une amie à moi qui m'avait dit, quand tout ça commençait à se passer, je lui ai dit, je ne comprends pas ce qui se passe, et elle m'avait dit, donc, tu sais Eric, peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être pour le partager avec les autres, c'est peut-être pour montrer ta résilience et pour montrer aussi que tout est possible, qu'on peut se battre si on y croit. Et tout ça m'avait frappé. Et là, ce message revenait et je me suis dit, c'est vrai que rien ne m'a jamais arrêté dans la vie. C'est vrai que j'ai toujours su suivre mes intuitions. C'est vrai que j'ai toujours cru que tout était possible. Du coup, j'ai décidé de partager ce message.
J'ai dit oui à tous les interviews télévisées qu'on me proposait, aux interviews de radio, de presse. Et chaque fois, j'avais la même question qui revenait. Les gens me disaient toujours, mais comment vous faites? Vous êtes aveugle, comment vous faites? Du coup, j'ai voulu donner une réponse à tout cela en proposant à une grande chaîne de télévision américaine de faire une émission de télé qui pouvait non seulement montrer comment je travaillais, pour montrer que le visuel n'était pas forcément un impératif pour faire du design, et également pour montrer qu'à travers le design, à travers créer un environnement donc en harmonie avec tous nos sens, on pouvait également créer le bien-être chez les personnes. Une sorte de synergie entre les énergies de l'environnement et leurs énergies à eux. Du coup, aujourd'hui, ma vie est vraiment différente. J'aime partager ce message. Je fais beaucoup de conférences. Je partage aussi donc, ce nouveau design sensoriel dans les écoles d'architecture et de design. Et en profite pour dire à mes étudiants, raconter un peu mon histoire, leur dire que tout est possible. Je fais aussi du coaching personnel, du coaching d'entreprise. Et souvent, ce qui est intéressant, parce qu'on est quand même dans un monde où tout est en train de changer, où on a besoin de se renouveler, on a besoin de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de voir le monde. Alors, peut-être que quelqu'un qui a perdu la vue peut justement donner de nouvelles clés, parce que moi-même, j'étais obligé de changer ma façon de voir, de changer ma façon de faire les choses. Donc, quand les gens me disent souvent « Ah, ben, il faut faire comme si », ou quand je leur dis, je veux dire « il faut faire comme ci » ou « il faut faire comme ça », ben, la réponse est généralement « Ah non, ça, c'est pas possible ». Et à ça, je dis ben, comment on le rend possible. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comment on rend les choses possibles. Parce que ce qui est merveilleux avec le manque de vue, c'est qu'on n'est pas influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on a là. Mais on est déjà dans la solution. On est déjà dans ce qui peut être fait après. Donc, voilà, je vais finir par vous dire que rentrez plus souvent dans le noir, fermez les yeux, regardez à l'intérieur de vous-même, ressentez tous vos sens, ces énergies que vous avez à l'intérieur de vous, ressentez l'énergie de votre environnement, des gens autour de vous. Et avec tout cela, vous verrez mieux et peut-être même, vous serez comme moi, un super voyant. Merci.